Allons-y, alors on est parti. Donc, il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et peut-être que vous connaissez leur site parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly, dont vous pouvez voir quelques-uns des extraits ici. Mon préféré, c'est Moving Fast et Breaking Things, Just Put the Technical Debt on My Credit Card. Et ces bouquins sont aussi les livres de chevet de Maître Pangloss. Alors Candide, il est très content de sa plateforme, car c'est comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, si je vais au bon endroit, tac, eh bien, elle est simple et intuitive en fait. Et notamment, l'utilisateur, quand il a créé son mot de passe, il n'a pas eu besoin de se casser trop la tête parce que 3 litres suffisent. Alors, sur tous les organes, ce que je montre est trop petit, n'hésitez pas à me le dire pour que j'augmente la taille de la police. Donc là, vous avez vu qu'un mot de passe de 3 lettres suffit. Je clique sur Login. Et là, on arrive sur la page principale de l'application Pangloss, où vous pouvez voir l'ensemble des ouvrages qu'on y vend. Mais là où Candide est vraiment très content, c'est le positionnement clair de Pangloss sur le marché. C'est pour ça aussi qu'ils vendent des consoles vintage. Consoles dans Candide raffole, mais ce qu'il aime surtout, c'est les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, lorsqu'on veut acheter quelque chose sur cette plateforme, c'est très simple. On doit juste cliquer sur la petite icône en bas à droite de l'item qu'on veut. Et une fois dans le panier, on a juste à donner son adresse, donc 15 rue de Paris, par exemple. Et en cliquant sur Purchase, c'est fait. On arrive sur une jolie page récapitulative de commandes qui servent à de joyeux lutins à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc, Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur leur site et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le deviner, je ne travaille pas pour Pangloss. Mon nom, c'est Julien Topsu et je suis Tech Lead à la Société Générale. Et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Alors, je ne peux pas vous demander si vous connaissez, sinon c'est le bazar là en ligne. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise, qui met à disposition des outils open source pour vous aider à sécuriser vos applications. Et on est aussi pour évangéliser sur les bonnes pratiques de sécurité. Et la raison pour laquelle je suis en remote devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on développe des logiciels, des erreurs qui malheureusement nous amènent à de véritables failles de sécurité. Ces failles, on va les voir. Je vais faire une live hacking session devant vous à travers l'application Pangloss, qui est, elle, développée en Java Spring Boot 1.5 pour le back-end et un front-end en Angular Node.js. Et on va voir tout de suite comment se faire hacker bien comme il faut. Alors Candide, un jour, en discutant avec un de ses amis, apprend qu'il existe un espèce de mot de passe magique, nom d'utilisateur magique, qui peut utiliser sur n'importe quelle plateforme quasiment, sans même avoir spécifié de mot de passe. Alors, il est très dubitatif quand son ami lui explique ça, mais il lui demanda quand même quel était ce nom d'utilisateur magique, et il lui donna celui-ci. Alors, toujours sceptique, il décida d'utiliser ce nom d'utilisateur sur sa propre plateforme. Donc, il retourna sur sa mère de login. Hop. On va y retourner gentiment. Il faut juste que je me délogue. Voilà. Mit ce nom d'utilisateur magique, ne spécifia pas de mot de passe et cliqua sur login. Et comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné. Mais par quelle magie est-ce possible, se demanda Candide. Surtout qu'ici, on n'est pas logué avec n'importe quel compte, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le compte de l'administrateur. Alors Candide se demanda, mais à quoi cela est dû? Et il se dit, je vais aller voir directement dans le code, et notamment dans la partie qui est liée à l'authentification. Ici, on a un Authentication Provider qui, donc, comme je le dis, permet l'authentification des utilisateurs. Donc, assez simple, en étant une interface Spring. Pour ceux qui ne connaissent pas Spring, c'est Authentication Provider. Si vous n'êtes pas familier avec Spring, ce n'est pas grave. En fait, tous les concepts que je vais vous montrer toutes les attaques que je vais vous montrer sont réalisables, quel que soit le framework. Et donc là, en fait, on va s'attarder à une authentification qui est liée en base de données, qui est liée à des utilisateurs et des mots de passe qui sont enregistrés en base de données. Comme vous pouvez le voir ici, on s'authentifie auprès d'une table SQL avec username et password. Et là, on a une magnifique requête qui est vraiment en charge de l'authentification. Ce qu'on peut noter,
c'est que cette requête, elle a été construite en concaténant les user inputs de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand il écrit son nom et son mot de passe dans la mire de login, ici, on les récupère et on fait de belles concaténations pour créer cette requête. Donc, au début, Candide ne comprend pas trop pourquoi ça fonctionne, mais il eut quand même l'idée d'inliner ici, à la place du nom, eh bien, ce nom d'utilisateur magique, directement dans la requête, comme ceci. Et en fait, tout devint plus clair. Parce qu'en fait, ce nom d'utilisateur magique-là, eh bien, c'est un fragment de requête SQL. Et ici, eh bien, comme on concatène les user inputs avec la requête, il n'y a aucun moyen côté SQL de faire distinction entre la requête et ses paramètres, ce qui fait que en mettant un paramètre qui est un fragment de requête SQL, on change la nature de cette requête, et c'est ce qu'on appelle une SQL injection. Donc maintenant, si on essaye de savoir ce que fait cette requête, tout ce qui est après le double tiret en SQL, eh bien, c'est un commentaire. Donc, vous voyez qu'on n'a même plus besoin de mot de passe pour s'authentifier, ce qui est assez pratique. Et là, dans la where clause, vous voyez que ça finit par or 1 equal 1, ce qui est toujours vrai, ce qui fait que ça annule complètement la where clause aussi. Et au final, on se retrouve avec set all from users limit 1, ce qui va nous renvoyer le premier utilisateur de la liste. Et malheureusement pour nous, il s'agit d'administrateurs, et c'est pour ça qu'on était logué avec ce compte-là. Donc, Candide, horrifié par cette attaque que je répète s'appelle une SQL injection, se demanda mais comment on fait pour se prémunir de cette attaque. Donc, il fit quelques recherches et tomba sur Internet sur les parameterized queries. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, au lieu de faire ces vilaines concaténations, on va utiliser un placeholder. Ici, ça va être un point d'interrogation dans la requête. On va faire la même chose aussi pour le mot de passe. Et par interpolation, on va y injecter les données de l'utilisateur. Donc ici, le nom, et le mot de passe, comme ça. Et là, maintenant, avec ce nouveau moyen-là, en fait, SQL nous assure qu'il est capable de faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Et maintenant, bien que je puisse toujours donner potentiellement des fragments de requête SQL, on nous assure que ce ne sera pas interprété en tant que tel. Donc, pour vérifier que ça corrige le problème, là, j'ai redémarré l'application. On va retourner ici sur la mire de login. Voilà. Donc, je leur mets le nom d'utilisateur magique. Je vais ouvrir les Developer Tools. On va zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus visible. Je vais filtrer en Ajax. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi j'utilise Edge. Et bien ça, on va le découvrir très bientôt. Il y a une raison très particulière à ça. Donc, ici, je vais cliquer sur Login. Ça n'a plus l'air de fonctionner. Et là, vous pouvez voir que, effectivement, j'ai un nœud d'autoresse quand j'essaie de me loguer. Donc, ça a corrigé le problème. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous écrivez des requêtes, quel que soit le langage, ça peut être pareil en NoSQL ou si vous faites des requêtes avec un Elasticsearch, à chaque fois que vous concaténez des données qui viennent d'un utilisateur, vous offrez à des hackers un véritable interpréteur de commande en remote. Donc, ne faites jamais ça, oubliez les concaténations et utilisez l'équivalent des parameterized query dans la technologie que vous utilisez. Et notamment ici en SQL, vous avez vu que c'était très facile. Encore une fois, ce n'est pas lié à du Java. Vous pouvez faire ça vraiment dans tous les langages et dans tous les frameworks. Donc, ce petit problème-là, ça fait très réfléchir Candide, parce qu'il vient de se rendre compte que les hackers étaient capables de faire des choses dont il n'avait même pas idée sur sa propre application. Et il sait que dans l'application Pangloss, il stocke les mots de passe de leurs utilisateurs. Et il n'a pas forcément envie que les hackers soient capables de les récupérer par un nouveau moyen dont il n'a même pas idée. Donc, il explique le problème à son maître Pangloss, qui lui dit qu'il se prend la tête pour rien, parce qu'en fait, dans l'application, il faut les choses bien, et il hache le mot de passe avant de le stocker en base de données. Il faut savoir que lorsque vous hachez un mot de passe, il n'est normalement pas possible de récupérer sa version en clair. Donc, normalement, on est sécurisé. Alors, Candide se dit, c'est bizarre parce que ce mécanisme de hachage, je ne l'ai pas vu dans le code. Tu es sûr, maître Pangloss? Qu'est-ce qu'on utilise comme fonction de hachage? Il lui dit, mais t'inquiète pas, on utilise la fonction la plus répandue dans l'industrie. Alors, je ne sais pas si vous savez laquelle c'est. Alors, généralement, on va me dire que c'est MD5, d'autres vont me dire que c'est SHA-1. Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on appelle le HRI. Alors, vous êtes étonné? C'est bizarre, parce que c'est très connu pourtant. C'est ce qu'on appelle la Human Readable Encryption, qu'on appelle aussi le Clear Text. Et là, vous allez me dire, mais Julien, tu dis n'importe quoi. Personne n'utilise ça maintenant en production pour stocker des mots de passe. Oui, vous avez raison,
personne n'utilise le plaintext pour stocker des mots de passe, comme vous pouvez le voir dans cet article de mars 2019 qui concerne Facebook. Alors, en réalité, ils ne stockaient pas des mots de passe en clair en base de données, mais ils les loguaient en clair dans leur système de monitoring, ce qui n'était pas forcément mieux. Alors, peut-être que ça vous fait rire, mais jamais personne ici n'a jamais créé un objet user avec un champ mot de passe, généré automatiquement un toString, ou encore mieux utilise Logbok, et passe ça plus tard à un logger. Ça n'est jamais arrivé. Faites attention notamment aussi avec vos numéros de carte de crédit. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous loguez une information, il faut faire très attention à ne pas, enfin, à un objet, il faut faire très attention à ne pas loguer des informations sensibles, comme ici les mots de passe. Donc, un petit peu d'anachronisme maintenant. On va revenir en 2014 et à ce moment-là, eh bien, Candide s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Alors malheureusement, là en remote, je ne peux pas trop vous demander si vous connaissez, ça va être le bazar. Et j'imagine que certains connaissent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, disons que c'est un site de rencontre extra-conjugal, à croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Cunégonde. Alors au début, Candide n'était pas très chaud pour s'inscrire là-dessus parce qu'il avait très peur que ça se sache. Il avait peur des fuites de données. Mais en parlant avec son maître en Pangloss, allez savoir pourquoi il parle de ça avec un collègue, mais bon bref, en parlant avec lui, il lui dit qu'il se prenait la tête encore pour rien parce qu'il connaît des développeurs là-bas, chez Ashley Madison, et ils font les choses bien. Parce qu'en hachant les mots de passe en base de données, eh bien, ils commencent dans une fonction qui est très compliquée, ils utilisent plusieurs fonctions de hachage, mais au tout début, ils utilisent MD5. MD5 se dit Candide, ça a l'air sécurisé, ils ont l'air de faire les choses bien. MD5, ça sonne compliqué, c'est cool. Donc, il s'inscrit sur le site et fit ce qu'il y fit. Malheureusement pour lui, 1 an plus tard, les hackers s'en prennent à la pauvre Ashley. Et ils récupèrent le contenu de la base de données. Donc, autant savoir que c'est mort pour ses informations personnelles et que tout le monde sait qu'il s'est inscrit dessus et que notamment, il y a des petits malins qui ont récupéré ce qu'ont fait les hackers pour en créer des bases de données juste pour savoir qui était inscrit sur ce site. C'est assez sympa, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il pour son mot de passe? Parce que jamais personne n'utilise le même mot de passe sur plusieurs sites, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de son mot de passe? Comme je vous l'ai dit, il est haché. On va dire, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un processus qui est réversible. Eh bien, aux grandes dames de Candide, les hackers, aidés des arcs-en-ciel eux-mêmes, ont été de récupérer les mots de passe en clair. Alors, en réalité, je ne vous parle pas de véritables arcs-en-ciel, mais des rainbow tables. Alors, qu'est-ce qu'une rainbow table? Il faut voir ça comme une grande table avec plein de hashes précalculés qui sert comme une reverse function pour récupérer les mots de passe en clair. Et ça fonctionne très bien avec MD5, SHA-1, et je vais vous montrer un truc assez sympa. Là, on va aller sur un site qui va nous permettre de générer un condensat, si le réseau n'est pas trop lent. Bon, le réseau est un peu lent. Je vais préparer l'autre page derrière. Tac, voilà. Donc ici, on va simuler le hachage d'un mot de passe. Donc là, comme on est au Mans, enfin peut-être qu'il y a d'autres gens du Mans, mais bon, comme c'est GDLG Le Mans qui prépare ce meet-up, mon mot de passe, ça va être Riette. Voilà. Super, les clichés, désolé. Donc là, j'ai un mot de passe et son condensat en SHA-256. Vous allez voir que même si c'est du SHA-256, si je vais sur une Rainbow Table, là c'est une Rainbow Table en ligne sur crackstation.net, je vais mettre le condensat ici et il est capable de récupérer le mot de passe en clair. Comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, oups, pardon, désolé, ça va un peu vite sur Windows. Donc, vous voyez que Riette, ce n'est pas un super mot de passe. J'espère que personne n'utilise ça au moins. Mais surtout, même SHA-256, ce n'est pas forcément la manière la plus safe pour stocker les mots de passe. Alors, Candide a appris de la manière la plus difficile qu'il soit que toutes ces familles d'algorithmes, de hachage, ce n'est pas ce qui est de mieux pour hacher des mots de passe. Et ça, il l'a appris au moyen d'un divorce. Alors, il se demanda quand même comment faire pour se prémunir de ça. Et il chercha un petit peu et tomba sur Bcrypt. Et je vais vous montrer que Bcrypt a une caractéristique que n'a pas SHA-256 à travers un petit programme que j'ai préparé ici. Alors, pour ceux qui vont s'amuser potentiellement avec la Rainbow Table, s'il vous plaît, n'utilisez pas des vrais mots de passe que vous utilisez en prod. N'envoyez jamais des vrais mots de passe sur le réseau, vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Enfin bref. Donc là, j'ai un petit algorithme qui utilise un encodeur Bcrypt. Alors,
encore une fois, là, je m'appuie sur du Spring Security, mais ça existe dans tous les langages, tous les frameworks. Donc là, j'ai un bcrypt password encoder et j'ai la liste des mots de passe de l'application Pangloss là. Dans ces mots de passe, il y a celui de l'administrateur. Et vous n'avez jamais deviné lequel c'est, n'est-ce pas? Donc ces mots de passe-là, je vais les encoder 4 fois chacun au moyen de l'encodeur ici. Donc je récupère l'encoded password et je demande à l'encodeur, voilà, de l'encodeur, je dis encode password, ça me donne l'encoded password. Tout de suite après, je demande à l'encodeur de vérifier que le mot de passe en clair match avec le mot de passe qui a été encodé, donc haché. Alors peut-être que vous demandez, mais pourquoi je fais ça en fait 4 fois pour chacun des mots de passe? Eh bien, on va le voir tout de suite. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, à chaque itération, eh bien, mon condensat, mon hash, est différent pour le même mot de passe. Oui, bcrypt n'est pas prédictif, ce qui fait qu'il est vraiment très difficile à hacker avec une rainbow table. Alors, comment ça marche? Eh bien, bcrypt embarque ce qu'on appelle un salt de manière native. Et un salt va avoir pour effet, pour le même mot de passe, eh bien, de randomiser le hash. C'est pour ça que les rainbow tables, où on a des hashes précalculés, sont quasiment inefficaces. Et c'est pour cela que même si vous utilisez, eh bien, il faut savoir, pardon, je vais trop vite, qu'il n'est pas impossible d'implémenter un salt sur SHA-256. Vous pouvez le faire, c'est juste que ce n'est pas natif. Bcrypt vous offre ça de manière native. Donc, et c'est pas parce que vous utilisez cet algorithme-là qu'il faut se reposer sur ses lauriers, sur sa politique de mot de passe, parce que des mots de passe comme PWD, sachez que ça se casse très facilement avec un brute force, hein, donc 3 lettres, ça va très très vite. Et des mots de passe archi connus comme admin, que ici jamais personne n'a utilisé en prod pour un Kibana, Grafana ou quoi que ce soit d'autre, qui sont eux vulnérables à une attaque de type dictionnaire. Donc Candide, pour se prémunir du problème, se dit, bah tiens, je vais changer la manière dont j'enregistre les mots de passe de mes utilisateurs en base de données. Donc là, mon programme m'a généré mes requêtes SQL qui se chargent de ça. Je vais aller dans le script qui se charge de bootstrapper mes utilisateurs en base, qui est ici. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on utilisait ici du clear text, du HRI pour enregistrer les mots de passe des utilisateurs. On va changer ça et maintenant, on va utiliser les condensats bcrypt. Magnifique. Bon, cependant, bcrypt, ça ne marche pas de manière built-in avec du SQL. Il va falloir changer un petit peu notre intégration côté Spring. Donc là, je vais aller dans mon Web Security Config et je vais dire que déjà, on va complètement oublier l'authentication provider qu'on avait fait à la main. On va utiliser des trucs built-in. Ici, une JDBC Authentication, c'est fourni par Spring. Vous voyez qu'ils font les choses bien parce que pour authentifier l'utilisateur, ils nous forcent à utiliser des paramétrages query. Donc, ils ne sont pas vulnérables à une injection SQL. Donc ici, on doit juste spécifier la manière dont on récupère l'utilisateur. On spécifie l'encodeur password que l'on veut. Par défaut, il n'y en a pas. Mais là, je dis que je veux notamment utiliser du bcrypt. Et là, programmatiquement, ce qui va se passer, c'est que la requête va nous renvoyer toute la ligne qui est liée à l'utilisateur. Et programmatiquement, l'encodeur qui est ici va se charger de faire le match entre le mot de passe en clair qui vient de la mire de login et ce qui a été stocké en base sous la forme d'un hash. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, dans le petit programme qui démontrait bcrypt. Donc maintenant que j'ai ça en place, normalement, j'ai toute la chaîne. Donc je vais redémarrer l'application et je devrais être toujours capable de me loguer. Hop, voilà, c'était ce truc-là que je voulais redémarrer. Je vais le refaire. Donc je vais normalement, je suis toujours capable de me loguer alors que mes hashes maintenant ne sont plus stockés en clair en base. Ok, ça a redémarré. Je vais retourner ici sur mon application. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais essayer de me reloguer. Ça marche. Donc maintenant, mes mots de passe sont stockés de manière un petit peu plus sécurisée. Bon, tant qu'on est là, j'aimerais vous présenter le meilleur ami des hackers. Sachez que c'est la petite touche F12 sur votre clavier parce que ça ouvre les Developer Tools. Et ils adorent ça parce que ça leur permet de voir ce qui se passe entre votre front-end et votre back-end. Et notamment, eh bien, les hackers, ils connaissent bien REST. Ils connaissent bien HTTP. Ils savent bien que lorsqu'on a un endpoint qui s'appelle items, permet de récupérer tous les items ici que l'on veut vendre en fait sur l'application Pangloss.
Et ils savent bien que si on fait un get /item /un ID, on va récupérer le contenu d'un item qui est identifié par cet ID-là. Mais comme ils connaissent bien REST aussi, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe si je fais un delete au lieu d'un get? Alors, c'est censé supprimer ma ressource. Eh bien, vous savez quoi? Ils vont y aller au culot. Eh bien, ils vont essayer toutes les méthodes HTTP. Et là, ils vont voir si delete, ça marche. Donc, pour pouvoir supprimer un item, eh bien, comme je vous l'ai dit, il me faut un ID d'item. Je vais en récupérer un là. Dans la réponse, ici, j'ai Expert Excuses for Not Writing Unit Tests. C'est un super bouquin au passage qui correspond à la girafe ici à gauche. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Et j'ai préparé ma requête de delete ici dans Postman. Vous voyez, là, j'appelle le backend de Pangloss, je mets un delete sur /items en mettant l'ID de mon bouquin que je veux supprimer. Et pour vous montrer que je ne triche pas, eh bien là, j'utilise un nom d'utilisateur qui est un utilisateur standard. Donc, j'envoie cette requête. Et qu'est-ce qui se passe? Je récupère le contenu de la ressource et j'ai mis un statut 200 là, ici. On va juste vérifier que ça a bien supprimé maintenant dans le front. Je vais faire F5 et normalement, la girafe va disparaître. Et elle a disparu. Ça a l'air tout bête ce que je viens de vous montrer, mais c'est hyper commun en sécurité. En fait, Candide et Pangloss, lorsqu'on leur a demandé de développer cette feature, ils y sont allés de brut de fonderie, exactement ce qu'il fallait faire directement, c'est-à-dire, j'appelle mon repository d'items et je lui dis, supprime-moi l'ID machin qui m'est donné ici par ma requête web. Mais ils ont oublié de penser à un truc et ils ont oublié de penser aux personas. Et les personas, c'est très important, même en sécurité. Pourquoi? Eh bien, s'ils y avaient réfléchi, ils se seraient dit, mais à qui est destinée cette feature? Et bien sûr, on ne veut pas qu'un utilisateur standard soit capable de supprimer un item de la prod. Ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle l'access control layer. Parce que ce qu'on veut, c'est de permettre qu'aux administrateurs de supprimer un item en prod. Donc là, on va en rajouter un très facilement avec du Spring Security, avec des annotations, le pre-authorized, qui va me permettre de vérifier que l'utilisateur qui est connecté a bien les autorités d'administrateur, comme cela. Donc, je vais redémarrer encore mon application. Alors, je vous l'ai dit, ça a l'air très simple, mais pourtant, c'est hyper commun. C'est des problèmes qu'on retrouve très, très régulièrement. Il arrive souvent qu'on ne pense ni à rajouter l'access control, ou des fois, en fait, on va binder du code dans un endpoint existant, mais on a oublié de réfléchir à mais quels sont les privilèges qui sont nécessaires pour pouvoir appeler en fait cette fonction qui est maintenant exposée sur Internet. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vérifie que je suis plus capable de faire mon attaque en tant qu'utilisateur standard, de faire mon delete. Vous voyez là, j'ai une 403 forbidden, accès refusé. Donc, je me suis prémuni de cette attaque. Donc, du manque de contrôle d'accès. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. J'aimerais vous présenter Kakambo, qui est lui un administrateur de la plateforme Pangloss. Kakambo, ça fait 5 ans qu'il bosse pour Pangloss et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. Et là, les annual reviews viennent de passer et je vous laisse imaginer comment ça a été parce qu'il décide d'aller en prod. Il utilise son compte d'administrateur différencié pour bien savoir que c'est lui. Ils sont plusieurs, donc admin, avec un super mot de passe qui est aussi admin d'ailleurs, mais c'est même pas ça le problème. Et il décide de supprimer le best-seller de la prod. Et là, les jours passent. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a perdu énormément d'argent parce qu'on ne vend plus le best-seller. Mais que s'est-il bien passé, se demanda Candide et Pangloss. Eh bien, ils se disent qu'à cela tienne, on va aller voir dans les logs. Alors, malheureusement, je viens de voir que je n'avais pas lancé les logs, mais je vais le faire tout de suite. Hop. Donc, tac. Oups. Allez, hop. Je vais aller dans mes logs. Voir ce qui s'est passé. Voilà, elles sont là. Donc, lorsque quelque chose se passe, vous voyez, c'est les access logs. On voit bien qu'on a le timestamp d'une action, sa nature. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un delete, l'URL et le statut HTTP, le 200. Mais on n'a aucun moyen de savoir qui a fait quoi. Donc, Candide et Pangloss, ils se disent, on sait que dans le code, il n'y a que les administrateurs qui sont capables de supprimer un item en prod. Et ils demandent à chacun des administrateurs s'ils ont fait quelque chose. Et tout le monde nie, incluant Kakambo qui n'a aucun intérêt à dire la vérité. Et ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle la répudiation. C'est la capacité qu'a un utilisateur de dire, de réfuter le fait qu'il a fait quelque chose sur votre système. Et ici, on voit bien que c'est un problème, parce qu'on aurait bien voulu savoir qui a fait quoi.
Donc, ce qui manque là, en fait, pour casser ce problème de répudiation, c'est l'information de l'utilisateur, hein, associée à chacune des actions qui a été faite. Donc, vous allez voir, ça va être encore très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la configuration de notre application. Donc, ici, comme c'est du Spring, je vais aller dans l'application.yml. On va juste changer l'access log pattern pour y rajouter l'ID utilisateur sur chacune des logs. Alors, l'ID d'utilisateur et non pas le username, est-ce que vous savez pourquoi? Alors, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais il ne faut pas utiliser le username à cause de GDPR. Parce que si vous utilisez le username, vous allez avoir le nom de l'utilisateur partout. Et c'est une information personnelle. Et si l'utilisateur vous demande de l'oublier de votre système avec les nouvelles lois GDPR, vous allez être obligé de supprimer son nom dans toutes vos logs. Comment vous faites ça? Moi, je ne sais pas. C'est hyper compliqué. Surtout de supprimer que les logs qui ne concernent qu'un utilisateur. Et puis, ça peut être intéressant de garder les informations de qui a fait quoi en anonymisant l'utilisateur. C'est pour cela qu'on va plutôt utiliser un ID, ce qui va nous permettre, si l'utilisateur décide de nous demander de supprimer ces informations, de l'anonymiser en base de données, mais tout en conservant les logs. C'est aussi pour cela qu'il faut éviter d'utiliser des emails comme user ID, parce que sinon, vous allez avoir encore le même type de problème, c'est-à-dire de loguer des informations personnelles dans le système de monitoring. Donc là, je viens de refaire l'attaque, juste pour vous montrer, alors ça peut prendre un peu de temps à s'afficher, non là, ça a été rapide, juste pour vous montrer que maintenant, j'ai les user ID. Très bien, donc j'ai plus de mécanisme de répudiation. En fait, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans mon cas, parce que ici, j'ai un compte unique pour plusieurs administrateurs. C'est pareil, ça, il faut éviter. Il faut un compte unique par user, pas de compte partagé, parce que sinon, vous allez retomber dans des phénomènes de répudiation. Donc là, c'était la fin de la partie facile, et on va attaquer les choses un petit peu plus costauds. Notamment, alors je ne sais pas s'il y a encore des gens, s'il y a toujours des gens dans les personnes qui sont connectées qui font du XML en prod, mais j'aimerais vous montrer un truc assez sympa. Donc, sachez que les endpoints de Pangloss, l'application Pangloss, sont compatibles avec XML pour des raisons de rétrocompatibilité avec des systèmes legacy. Et là, donc j'utilise mon endpoint qui me permet de récupérer tous mes items. On a la magnifique requête XML, où je spécifie l'ID de catégorie que je veux, qui est books, et c'est censé me renvoyer tous les items qui sont liés à cette catégorie. Donc là, vous le voyez, j'ai ma réponse, et c'est d'XML, et je suis super content. Et vous vous rappelez tout à l'heure, en fait, ce qu'a fait le hacker, il a joué avec la méthode HTTP. Cette fois-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer avec le payload. Il va s'amuser à le changer. Alors là, ce que je vous montre est vrai pour XML, mais il y a d'autres trucs que je vais vous montrer qui sont vrais pour JSON. Hein, vous n'êtes pas sauvé si vous faites du JSON. Mais ici, ce qu'il va se dire, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de lui donner un nom de catégorie qui existe, je mettais n'importe quoi comme ça? Alors, on peut se dire qu'il est très fort probable que ça va créer une erreur côté serveur, parce que résoudre une catégorie qui s'appelle comme ça, avec un ID comme ça, c'est très peu probable, et qui va nous générer une erreur. On va voir ça tout de suite. Donc, j'envoie ça côté back-end. J'ai bien une bad request, comme vous pouvez le voir là. Et ici, j'ai bien not item found for category, blablabla. Et là, en fait, on vient de donner une information hyper importante pour le hacker. C'est le fait qu'on a redonné tel quel son input dans la réponse. Ce qu'il a mis ici comme catégorie, on l'a inliné là. Et il sait très bien, le hacker, que si on ne fait pas ce qu'on appelle l'input validation ou d'autres mécanismes, il va être capable de nous faire des trucs sympas en utilisant une super feature built-in en XML qui s'appelle les external entities. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous n'avez jamais utilisé ça en XML, vous êtes passé à côté d'un super truc. Alors, qu'est-ce que sont que les external entities? Eh bien, on va le voir tout de suite. Ici, je réécris ma requête. Sauf qu'au lieu d'utiliser là une valeur, en fait, pour mon ID de catégorie, j'ai utilisé une référence. Comment voit-on que c'est une référence? Eh bien, simplement parce que, comme vous pouvez le voir là, eh bien, elle commence par un « et commercial » et ça finit par un point-virgule. Ensuite, cette référence, donc, qui réfère à une entité, elle est définie plus haut, ici dans mon doctype. Donc, je déclare une entité avec un nom arbitraire qui est file,
avec un type arbitraire du touquet système, et je lui donne une valeur là en string derrière. Cette valeur, elle dénote d'un path, et d'un path sur le système distant. Et derrière ce path, il y a le data.sql que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui permet de bootstrapper les users en base de données. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer ça côté back-end? Il y a fort à parier que le back-end ne soit pas capable de résoudre une catégorie qui s'appelle comme ça, et on risque d'avoir une erreur. Mais on va voir ça tout de suite. Et vous voyez, ici, j'ai bien ma 400 bad requests, on s'y attendait, et j'ai bien mon message d'erreur, le no item found for category. Mais vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais après ça? Après ça, j'avais l'ID de la requête, l'ID de la catégorie qui avait été spécifiée par le hacker, ici, là. Mais vous allez voir que dans ce cas-là, il a inliné le contenu du fichier. Et heureusement pour nous que Candide tout à l'heure avait haché les mots de passe parce que sinon on les aurait récupérés en clair ici. C'est pour cela que ce genre de script, il ne faut surtout pas les stocker à côté des binaires de votre application. C'est aussi pour cela que dans votre configuration, notamment là en Spring, on est sur du application.yaml, il ne faut surtout pas stocker des mots de passe en clair ou bien les passes du key store de votre connexion SSL qui permet de sécuriser avec la clé privée la connexion entre votre client et votre back-end. Parce que tout ça, ils vont être capables de le récupérer. Donc, au lieu de stocker des secrets dans vos configurations ou à côté de vos applications, il vaut mieux utiliser des applications comme HashiCorp Vault qui vont bootstrapper de manière sécurisée toutes ces informations-là à votre application. Donc, on ne va pas voir ici comment mettre en place un HashiCorp Vault parce que c'est assez long, mais j'ai des liens dans mes slides si ça vous intéresse qui vont vous aider à les mettre en place, notamment dans un contexte où vous faites du Spring Boot. Il me semble qu'HashiCorp Vault n'est pas forcément fait que pour du Spring et du Java, mais à vérifier. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on se prémunit d'une attaque de type XML External Entity, qu'on appelle aussi du XXI, qui fait qu'ici, on a inliné le contenu du fichier. Alors, pour ce faire, on va aller directement dans le code. J'aimerais vous montrer un truc tout d'abord, notamment la configuration de mon serializer XML. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas XML Mapper, c'est la même chose qu'un Object Mapper, mais pour faire de l'XML. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jackson, c'est un serializer des serializers XML. D'accord. J'aimerais juste savoir si vous voyez ici quelque chose de suspect dans ces lignes. Alors, a priori, il n'y a rien de suspect, mais le diable est dans les détails. Parce que, en fait, un serializer des serializers XML, ça s'appuie sur un bon parseur XML. Et un bon parseur XML, ça se doit d'implémenter la norme. Et dans la norme, il y a les external entities. Et sachez que par défaut, ils ne sont pas forcément désactivés. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est demander directement la fin du support des external entities par le parseur, ce qui va nous prémunir du problème. Donc je vais relancer l'application pour voir si ça corrige le problème. Alors sachez que il y a des parseurs modernes qui ont fait le choix de ne plus activer ça par défaut, parce que c'est quand même une super feature pour se faire hacker, les external entities. Mais là, dans mon contexte à moi, le véritable problème était sur cette ligne. En fait, à chaque fois que vous instanciez un XML mapper ou un object mapper manuellement, vous vous exposez à de véritables problèmes de sécurité. Parce que vous risquez de ne pas positionner les configurations de sécurité qu'il faut, parce que tout n'est pas fait par défaut. Et là, en Spring, ce qu'il faut utiliser à la place, Spring a fait les choses bien, c'est qu'il y a un Jackson to Object Mapper Builder qui a deux factory méthodes, un pour XML et un pour JSON. Et si j'avais utilisé ça, vous allez voir que je n'aurais pas été hacké, parce que par défaut, Spring me désactive le support des external entities. Donc, ne faites plus de New Object Mapper, ne faites plus de New XML Mapper. À la place, utilisez ce truc-là pour créer des mappers avec du Jackson. C'est beaucoup plus safe. Donc là, j'ai redémarré l'application. Hop, je vais retenter mon attaque. Et vous voyez, maintenant, j'ai une 403 Forbidden et il me dit Undeclared General Entity File. Donc, je ne suis plus capable de résoudre les external entities en XML et je me suis prémuni de cette attaque.
Ah, pour les petits malins qui rigolent parce qu'ils font du JSON, attendez la suite. Donc, on en a fini avec cette partie-là, et maintenant on va revenir à Candide. Et Candide, il faut savoir que c'est un utilisateur aussi de la plateforme, hein. Il ne fait pas que la coder, il a son compte, il aime bien faire son shopping sur la plateforme Pangloss. Donc là, il est connecté, et il fait son shopping. Lorsqu'il reçoit un email, cher utilisateur de Pangloss, nous sommes vraiment très contents de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps, ne perds pas de temps et clique vite sur ce lien. Alors bien sûr, Candide est très excité et il veut bénéficier de 80% de réduction. Alors il clique sur le lien. Et il arrive sur ce site qui va mettre un tout petit peu de temps à se charger. Voilà, on va attendre. Tac, 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 tac. Bon, il ne veut pas se charger. Ah! Petit effet démo, c'est cool. Mais je sais à quoi c'est dû. On va le corriger très rapidement. Tac. Ça doit être là. Hop. Ça me fait ça des fois. Voilà. Bon, désolé, je dois avoir un petit problème de mapping réseau. Tout à l'heure, j'avais des problèmes réseau. Mais normalement, derrière cette adresse-là, j'ai ça. Donc, il arrive sur ce site et il ne comprend pas trop, en fait, comment ça marche. Donc, on va oublier ici la mire de login qui est en plein milieu. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Tac, est-ce qu'il n'y a pas un Docker qui m'embête? Non, c'est bon. Donc, on va oublier la mire de login qui est ici en plein milieu. Donc, il arrive sur ce site, il ne comprend pas comment ça marche, il n'y a pas de discount code, il est très déçu. Mais la vraie surprise va arriver quelques jours plus tard en consultant ce relevé de compte. Il va voir que Pangloss, la compagnie, lui a débité d'une très grosse somme alors qu'il n'a fait aucune commande. En fait, Candide, il vient de se faire hacker. Parce que, en fait, ce mail, c'est ce qu'on appelle du phishing. Ça utilise les codes de Pangloss, les mêmes couleurs, les mêmes logos, et ça fait croire à l'utilisateur que c'est un mail officiel. On a un superbe ici call to action qui va amener l'utilisateur directement sur un site malveillant. Alors, comment sait-on qu'il est malveillant? Malheureusement, là, ma démo va marcher à moitié. En fait, ça devait se charger ici. Alors, je vais juste le relancer pour voir. Non, ça ne fonctionne pas. Mais comment sait-on que c'est malveillant? Eh bien, parce que c'est marqué dans l'URL, comme vous pouvez le voir. Hop. Ici, voilà, il y a marqué Evil Pangloss Fake. On voit que c'est un site malveillant. Alors, généralement, ce n'est pas aussi, évident, mais faites très attention aux URL parce que ça peut être des sites qui imitent les vraies URL, mais ça, vous le savez peut-être déjà. Donc ici, là, j'utilise l'IP, hein, mais c'est pareil. Donc j'arrive sur ce site malveillant. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive dessus? On va ouvrir les Developer Tools pour vous le montrer. Hop. Je vais filtrer sur les XHR s'ils veulent bien sortir du mode plein écran. Voilà. Tac. On va relancer le site malveillant. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des requêtes qui partent sur le back-end de Pangloss. Et pourquoi j'ai des requêtes? Alors, pour simplifier, en fait, tout ce qui est sur localhost, on va dire que c'est le domaine de l'application Pangloss. Donc, on voit bien que lorsque je charge ce site malveillant, ces requêtes partent. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous pouvez le voir ici, au chargement de la page, on appelle une fonction JavaScript qui est définie ici. Vous pouvez voir que les hackers ont fait les choses bien parce qu'ils ont bien nommé leur fonction. Elle s'appelle hack. Ils ont suivi les préceptes de clean code, donc on sait exactement ce qu'elle fait. Donc, dans cette fonction hack, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on prépare un panier, carte, dans lequel on va mettre un item qui est a priori très très cher, que l'on veut envoyer à l'adresse du hacker. On prépositionne une requête post sur le back-end de Pangloss, ici, sur /carts. Donc ça va créer un panier avec le contenu JSON qui est défini ici, et on va dire que ça va booker directement le panier. Et ce script, en fait, va s'exécuter automatiquement au chargement de la page, et c'est pour ça qu'on l'a vu les requêtes passer. Mais là, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce qu'il faut être authentifié, en fait, pour pouvoir faire ça. Bah oui, mais rappelez-vous, Candide est actuellement authentifié sur le site. Et ce script malveillant va bénéficier du contexte d'authentification dans le browser pour pouvoir s'exécuter.
Et c'est ce qu'on appelle une attaque de type Cross-Site Request Forgery, CSRF. Alors, comment fait-on pour se prémunir de ça? Alors, je ne vous ai pas montré sur le réseau, mais oui, c'est là. Si vous regardez le corps, tac, on a exactement ce qu'on avait dans le, dans le script malveillant. Donc, comment on fait pour se prémunir de ça? On va tout d'abord regarder un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer ce qui s'est passé sur le réseau. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 requêtes qui sont parties. Pourtant, on n'en a vu qu'une seule dans le script malveillant, qui est le post sur cartes. Pourquoi? Eh bien, parce que les navigateurs modernes, même ce truc-là, Edge, alors, il faut que je vous avoue que j'utilise Edge avant la version Chromium, mais voilà. Donc, les navigateurs modernes, à chaque fois que vous avez un script qui est hosté par un serveur A, qui essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, le navigateur va d'abord demander à B si A a le droit à avoir accès à ses ressources. Comment il fait ça? Eh bien, il voit que mon script, qui est hosté par ce site malveillant, essaye de faire un post sur /carts de Pangloss. Il va intercepter ce post, il va garder l'URL, mais à la place du post, il va faire un options. Ça, c'est ce qu'on appelle une pre-flight request. Et c'est comme ça qu'il va demander, entre guillemets, les droits. Donc, il va positionner par la suite des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, parce qu'on va le voir tout à l'heure, JavaScript en sécurité, c'est le mal. Donc, il positionne des headers non accessibles à JavaScript pour dire à Pangloss, mon cher Pangloss, là, host, j'ai un gars là avec origine. Donc, normalement, là, il y aurait eu Evil Pangloss Fake, mais donc là, vous avez l'IP du site malveillant qui essaye de faire un post avec Access Control Request Method sur ton URL là. C'est comme ça que la demande part. Sachez que par défaut, tous les serveurs web du monde ont été configurés pour interdire les requêtes de type cross-origin. Donc, si les requêtes ne sont pas de la même origine que le serveur en lui-même, elles seront en fait denied. Mais ici, on voit que ce n'est pas le cas. On a un statut 200 qui a l'air de dire que c'est bon. Et dans les en-têtes de réponse, le back-end a dit moi, Pangloss, eh bien, j'autorise avec Access Control Holo Origin le site malveillant à faire un post avec Access Control Holo Methods sur cette URL. Et c'est pour cela que le navigateur ici a fait un post derrière. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Candide et Pangloss, ils se sont foirés quelque part. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que leur front-end et leur back-end, la première fois qu'ils ont essayé de les intégrer ensemble, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils étaient sur des URL différentes, donc sur des origines différentes. Ils ont cherché sur Internet, ils sont allés sur Stack Overflow et il y a quelqu'un qui leur a dit « Tu vas voir, c'est très simple en fait à corriger. Tu vas dans ta configuration de sécurité, donc sur Spring Web Security Config, tu définis un filtre Corse et surtout ce que tu fais ça. Upload origine étoile et ça va marcher. » Alors oui, ça marche, mais le problème, c'est que là, on vient d'autoriser n'importe qui sur Internet à hoster des scripts qui peuvent appeler notre back-end. Et c'est pour cela qu'ici, on a ce problème-là. Donc, comment faire pour se prémunir de ça? On va voir que c'est très simple. Eh bien, voilà. Eh bien, on va seulement limiter au front-end qu'on trust comme étant les origines qui ont le droit d'hoster des scripts qui peuvent appeler notre back. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est sur localhost, je vous ai dit, c'est sur le domaine de l'application Pangloss. Là, c'est seulement mon front que je trust et c'est très bien. Donc, je vais mettre ça et on va voir maintenant si ça corrige le problème. Donc, je redémarre l'application. Je vais devoir me reloguer parce que hop, je fais l'authentification en session. Donc, à chaque fois que je redémarre l'application, je perds l'authentique. Tac. Je me relogue. Là, je suis logué. On va voir maintenant ce qui se passe quand j'arrive sur le site malveillant. Vous voyez, j'ai qu'une seule requête qui est partie, l'options, et maintenant le code statut C403. Donc maintenant, mon back-end ne me permet pas au browser, enfin indique au browser que le script ne peut pas s'exécuter. C'est pour ça que le post n'est pas parti. Cependant, on n'a pas réellement résolu le problème parce que les Cross-Origin Resource Sharing Policy, les CORS, ça n'a pas du tout été fait pour corriger en fait ces problématiques de sécurité. Et ça, je vais vous le démontrer à moyen de la mirror de login qui est embarquée sur le site malveillant.
Donc, si je résume, j'ai configuré mon back-end pour qu'il ne permette qu'au front-end que je trust d'effectuer des requêtes sur celui-ci. Pourtant, ici, j'ai une mire de login. Et cette mire de login-là, vous allez voir qu'elle pointe déjà vers le back-end de Pangloss. Et ben, vous allez voir que je vais pouvoir me loguer alors que c'est le site malveillant. J'ai cliqué sur Submit. J'ai un message qui me dit « Je suis authentifié ». Et là, vous allez voir que la requête post sur login, eh bien, elle a fonctionné. Pourquoi? Alors, vous vous rappelez, la pre-flight request, là, options, en fait, dans la norme, elle n'est faite que dans certains cas. Elle n'est faite que si on est en Ajax et que le content type de la requête, ce soit autre chose que plain text, URL form encoded, et je ne sais plus quel était le troisième cas où le navigateur ne fait pas cette requête options. Ce qui fait que dans ce cas-là, où on est en URL form encoded, form URL encoded, pardon, et en plus, on n'est plus en Ajax, donc c'est un appel HTTP direct, ouais, je ne suis plus en XHR, eh bien ça passe. Donc j'ai été capable de me loguer à partir du site malveillant, et là, le hacker sera capable de récupérer vos identifiants et tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, il détient votre session, quoi. Donc comment on fait pour se prémunir réellement de ça? Alors déjà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça, c'est la raison pour laquelle j'utilise Edge aujourd'hui. C'est que c'est une faille, c'est pas une faille en fait, c'est la norme. Et sur Edge, ça fonctionne très bien. Sur Firefox, ils ont fait un truc en plus il n'y a pas très très longtemps pour que cette attaque ne soit plus possible. Donc ils sont allés par-dessus la norme. Et Chrome, ça fait très longtemps en fait qu'ils ont voulu ne pas suivre la norme et casser en fait la vérification des corses seulement en cas de requête XHR. Donc, si vous essayez la même chose sur un Chrome, ça ne fonctionnera pas. Il y a fort à parier, mais je ne l'ai pas testé, que sur les dernières versions de Edge qui sont basées sur Chromium, il n'y ait plus le problème d'ailleurs. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il reste toujours des patterns d'attaque en CSRF. Et pour se prémunir de ce problème, la véritable solution, c'est ce qu'on appelle les synchronizer tokens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, sachez qu'on appelle ça aussi les CSRF tokens. Et pour simplifier, il faut imaginer que votre back-end génère un secret et que ce secret, il va le filer au front-end qu'il trust. Ensuite, il va demander à ce front-end, que dans le cas où il désire modifier des ressources. C'est-à-dire chaque fois qu'il fait un put, un post, un patch, un delete. Si côté back, sur ces requêtes-là, le secret est invalide ou inexistant, là, c'est le back en lui-même sur la requête qui va refuser de la processer. Ce qui est beaucoup plus safe quand on y réfléchit parce qu'on fait de la sécurité côté serveur et non pas de la sécurité côté client. Là, la sécurité est basée avec les Cross-Origin Resource Sharing Policy, était seulement basée sur le browser, donc côté client. Et en plus, vous avez vu que selon l'implémentation, on pouvait avoir des surprises. Donc, comment on met ça en place? Les Synchronizer Tokens, CSRF Tokens. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais si vous faites du Spring Security, c'est built-in. Hein. Encore une fois, ce n'est pas spécifique à Spring, mais si vous faites du Spring Security, c'est built-in. Et pourtant, comme vous allez le voir, Candid et Pangloss, ils ont fait ça. Ils ont désactivé le CSRF. Pourquoi? Simplement parce que quand ils ont essayé d'intégrer leur front et leur back, ça n'a pas du tout marché. Ils n'ont pas compris pourquoi. Sur Stack Overflow, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vous suggèrent de faire ça. Alors surtout, ne le faites pas. Hein. Il faut laisser la sécurité CSRF qui est en plus activée par défaut dans Spring. Et malheureusement, dans notre cas, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Simplement parce que Spring, en fait, il s'attend à ce que vous renderez votre page HTML dans le contexte Spring. Donc, si vous utilisez du Teamleaf ou du Spring MVC avec du moustache derrière, mais dans mon cas, ce n'est pas le cas, puisque moi, mon front-end, il est servi par du Node.js, qui est un process complètement séparé, et c'est de Angular. Mais heureusement pour nous, Angular et Spring supportent l'échange de tokens CSRF par cookies. Il faut savoir que React aussi, mais pas de manière native. React, il me semble qu'il y a un plugin communautaire qui permet de le faire. Donc là, on va changer un petit peu notre configuration pour échanger des tokens qui contiennent en fait ces secrets. Des tokens qui contiennent ces secrets à travers de cookies. Donc là, j'ai juste à spécifier un cookie CSRF token repository avec une particularité, c'est que tous les cookies
de ce repository seront avec HTTP only à false. Pourquoi? Alors, généralement, en sécurité, on préfère HTTP only à true parce que ça veut dire qu'il n'y a que le browser qui a accès aux cookies. Quand vous mettez HTTP only à false, ça permet à JavaScript aussi d'accéder aux cookies. Et généralement, on n'aime pas ça parce que, comme je vous l'ai dit, JavaScript en sécurité, c'est le mal. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Mais ici, on est obligé de faire ça parce que c'est un mécanisme qui n'est pas built-in dans le browser, mais qui est built-in en Angular. Donc, il faut qu'Angular soit capable de récupérer le cookie pour pouvoir lire le secret. C'est pour ça qu'on a HTTP only à false. Et de toute manière, vous allez voir qu'en Spring, c'est la seule option que vous avez. Donc, ensuite, pour se sécuriser, eh bien, l'échange de ce cookie, ici, je l'ai matérialisé par un contrôleur, eh bien, l'échange de ce secret-là, CSRF, il va se faire qu'avec notre front-end. Je spécifiais ici une cross-origin qui dit que je ne veux que mon front-end, qu'il n'y ait que mon front-end qui ait accès à l'échange du token, à l'échange du cookie. D'accord? Alors, pour ceux qui connaissent bien Spring, ça, c'est redondant avec le coarse filter que je vous ai montré tout à l'heure, qui était lui global à l'application. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de faire ça endpoint par endpoint, de faire du fine-tuning. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe dans le cas nominal, donc un vrai utilisateur, maintenant que ces CSRF tokens ont été implémentés. Voilà. Je retourne ici. Tac. Je vais me déloguer. Je vais bien faire attention de virer tous les cookies que j'ai. Hop, j'ouvre les Developer Tools. Je vais me loguer. Tac. Je clique sur Login. On va voir ce qui se passe sur le réseau. Ouh, attendez, je me suis trompé peut-être. Oui, je m'étais trompé. Alors, attendez. Ah, si, c'est bon. Attendez, je vais la refaire. Tac. On va cleaner ici. Et on va resupprimer le cookie parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir tout ce qui s'est passé. Donc, je me log. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer ici le token CSRF en appelant l'endpoint. Vous allez voir que le backend a dit à mon front, où est-ce que c'est? C'est ici, de positionner un cookie avec le token XSRF. Alors, ils appellent ça XSRF, c'est la même chose que CSRF. Donc, j'ai mon secret ici qui est stocké sous la forme d'un cookie. C'est bien au chaud dans mon navigateur. Et ensuite, l'application front essaye de faire un post sur /login. Donc, comme je vous l'ai dit, sur un post, le front est obligé de me fournir ce secret. Et là, Angular va le faire automatiquement parce que vous allez voir, il repositionne le cookie avec le secret et il positionne même un header avec le même secret. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il fait les deux, mais voilà, c'est comme ça qu'il fait. Donc, côté back, on récupère ce secret et comme il match avec ce qu'on attendait, eh bien, on permet l'exécution de la requête et c'est pour ça qu'on a un HTTP 200 sur le login là. Petite information importante, dans le cas d'un login, le secret va être régénéré. On va en refaire un nouveau, comme on fait la même chose avec le JSession ID. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle les mécanismes de token fixation, qui est exactement la même chose qu'une session fixation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, sachez que dans une URL, on peut crafter un ID custom de session où on peut, pareil, spécifier dans une URL eh bien, un ID de token. Si je le fais et que vous utilisez cette URL-là, ça veut dire que moi, à l'avance, je vais connaître l'ID du token et je vais connaître l'ID de votre session parce que c'est ce qui va être forcé dans votre navigateur. Donc, si vous cliquez sur un lien sur un site malveillant, je connaîtrai à l'avance cet ID. Si derrière ça, vous vous loguez, eh bien, je pourrais faire du polling pour me rendre compte si le token fonctionne ou si la session fonctionne. Et une fois que vous êtes logué, je peux faire ce que je veux avec. C'est pour cela, ici, qu'après un login, on régénère les ID de session. Et c'est très important dans mon cas parce que moi, je fais l'authentification en session. Mais on fait la même chose avec les tokens de sécurité. Voilà, petite parenthèse. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas nominal. Et on va voir ce qui se passe maintenant sur le site malveillant. Donc, il faut savoir que là, ce cookie, il n'est disponible que pour l'application Pangloss. Il est attaché au domaine de l'application qui est ici localhost. Ce qui n'est pas le cas, en fait, de mon site malveillant. Lui, il a son propre domaine
Et si je regarde ce qu'il y a dans mes cookies, eh ben, vous voyez, je n'ai pas de secret CSRF ici. Ce qui fait que maintenant, quand j'essaye de me loguer, avec la manière de login déportée, eh bien, vous allez voir que ça pète. Il me dit invalide CSRF token parce qu'il n'est pas capable de récupérer ce cookie qui n'appartient pas au domaine du site malveillant. Et c'est pour ça que j'ai une 403. Et c'est comme ça qu'on se prémunit de ce type d'attaque. Donc faites très attention. Alors, ce que je vous ai présenté, ça a des limites, notamment lorsque vous avez un front qui appelle plusieurs back-ends. Il y a des mécanismes qui permettent de faire ça, mais c'est beaucoup plus compliqué, qui est un peu basé sur la même chose. Mais sachez que ce genre d'attaque existe et que la protection, on va dire, totale, ce n'est pas seulement les cross-origin resource sharing policy, mais c'est la mise en place des synchronizer tokens. Mais malheureusement, en fait, tout ce que je viens de vous montrer, eh bien, ça se pète en une seule attaque, avec un truc magique que je vais vous démontrer tout de suite. Ici, vous vous rappelez tout à l'heure, j'utilisais un nom d'utilisateur magique. Mais si à la place d'un utilisateur magique, j'utilisais une adresse magique que je vais mettre ici. Mon adresse magique, je l'ai préparée dans mon code. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Elle est là. Donc, elle commence par une adresse valide à Paris, hein, bon, ça en anglais, hein, 15 boulevard Magenta. Et derrière ça, vous voyez qu'on a une belle balise script. Là-dedans, on va retrouver notre jolie fonction hack. Donc, mais qu'est-ce que fait cette fonction? Eh bien, vous voyez, ici, on essaye de récupérer l'URL du panier courant et on essaye de positionner une méthode patch sur cette URL. Donc, en reste, ça veut dire qu'on essaye de modifier le panier courant. Chose intéressante qu'essaye de faire ce petit script-là, eh bien, il essaye d'émuler ce que fait Angular tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il essaye de récupérer le cookie XSRF pour avoir le token. Il repositionne ce token dans le header comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour que ce script puisse s'exécuter, il faut qu'il ait accès à mon cookie. Donc, il faut qu'il soit dans mon domaine de l'application Pangloss. Là, tant qu'il est quelque part sur mon disque, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va regarder sur la nature de l'attaque. Donc là, c'était la partie technique autour. Mais qu'est-ce qu'essaye de faire cette attaque? Eh bien, ici, c'est du JSON patch. Il essaye de faire un replace de l'objet adresse dans mon JSON. En fait, on spécifie un path. On veut changer dans le JSON l'adresse et on veut mettre 42 rue du hacker à la place. Et cette fonction hack, on va la rattacher au bouton Go Shopping, en fait, qui est le gros bouton Back to Shopping dans le DOM, qui permet, à partir de la page récapitulative de commande, de retourner sur la vue de shopping. Donc, ça a l'air peut-être compliqué comme ça, mais je vais vous le montrer en live. C'est très simple. Ici, je mets mon adresse magique. Je clique sur Purchase. J'arrive sur la page récapitulative de commande. Donc, on voit bien le début de l'adresse là, 15 boulevard Magenta. Vous vous rappelez? Et en fait, il y a même plus que ça. Ce n'est pas visible là. Mais si on regarde dans le DOM, tac, eh bien, en plus du début de l'adresse, j'ai tout le script qui est là. Et qu'est-ce qu'on vient de dire en fait? Eh bien, le script là, malveillant, il a été injecté dans ma page. Donc, il est servi par mon propre front-end qui est trusté. Ce qui veut dire qu'il va bypasser toutes les cross-origin resource sharing policy parce qu'il a le droit. Et en plus, il va avoir accès à mon cookie puisqu'il est servi par mon propre front. Ça, c'est ce qu'on appelle une injection JavaScript, qu'on appelle aussi une injection XSS. Et ça pète toutes les mesures de sécurité que vous avez pu mettre en place. C'est la pire des choses. Et il faut chaser ce genre de choses parce que c'est vraiment très dangereux. Pour vous montrer que ça marche, vous vous rappelez, je vous ai dit que ça s'exécute quand je vais cliquer sur Back to Shopping. Donc, regardez bien. Là, j'ai 15 Magenta Boulevard à Paris. Je clique sur Back to Shopping. Donc là, ça a exécuté ma fonction hack. Ça revient aussi sur la page de shopping, qui est le comportement normal. Mais là, si je fais back pour retourner dans mon panier, vous allez voir que l'adresse a changé. Ce n'est plus 15 boulevard Magenta, mais 42 rue du hacker. Donc, vous voyez que cette attaque a bien fonctionné. Alors oui, là, je me suis un peu hacké tout seul, mais ça n'empêche qu'un administrateur aurait pu arriver sur la page et au chargement exécuter le JavaScript malveillant qui a été embarqué dans la page. Et pourquoi ce JavaScript, en fait, il a été embarqué ici? C'est parce que j'ai demandé à l'enregistrer dans le champ adresse côté back-end. Et quand le front a essayé de re-renderer l'adresse, eh bien, il a renderé le script avec qui a été stocké en base. Et c'est comme ça qu'a fonctionné l'XSS. Alors, comment on se prémunit de ça?
Bon, il faut savoir que les frameworks modernes comme Angular, comme React se prémunit assez bien, sauf si vous faites des unsafe strings, se prémunit assez bien en fait des attaques de type XSS. Mais il y a toujours des patterns qui passent, même en Angular, même en React, notamment sur les URL. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Mais c'est toujours possible. Et en sécurité, ce qui est très important, c'est de corriger le problème côté back. Pourquoi ? Parce que d'une, vous n'allez pas être forcément ceux qui vont développer les fronts, qui vont consommer vos services. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont faire. Et en plus, il ne faut pas être vecteur d'attaque. Ce n'est pas parce qu'il y a une faille dans le front qu'il ne faut pas corriger l'attaque côté back. Parce que la ressource qui est enregistrée par un front A, elle va peut-être être accédée par un autre front. Et c'est très important donc de corriger ça côté back, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va aller à l'endroit où on enregistre notre adresse en base de données, ici, et on va faire ce qu'on appelle de l'input validation. Ce que je vais faire en utilisant Hibernate Validator, c'est de dire que je ne veux que du safe HTML dans mon adresse. Donc, j'interdis en fait qu'on stocke des balises script dans mon adresse. Donc maintenant, quand je vais redémarrer mon application et reperpétrer mon attaque, vous allez voir que lorsque je vais essayer de mettre ce nom d'adresse magique, enfin ce nom d'adresse, cette adresse magique, donc il faut que je me relogue. Hop. Voilà, je vais ouvrir les Developer Tools pour que vous voyez bien ce qui se passe sur le réseau. Je vais essayer d'enregistrer cette adresse. Alors c'est l'autosave, hein. Une fois que j'aurai perdu le focus, ça va envoyer la requête. Tac. J'ai un message d'erreur. Et là, vous voyez que le patch qui permet de modifier l'adresse me sort une bad request. Et là, j'ai un message d'erreur qui me dit Forbidden HTML Characters Detected. Donc, je suis bien prémuni de cette attaque qui s'appelait InXSS, du cross-site scripting. Donc voilà. Donc, faites très attention à tous les champs que vous exposez, enfin, tous les fields qui viennent de vos utilisateurs. Faites de l'input validation parce que vous risquez potentiellement de tomber dans ce genre de soucis. Ce n'est pas le dernier truc que je voulais vous montrer. J'aimerais vous montrer un truc super sympa. Notamment, ça, c'est lié à l'utilisation juste de framework dans vos applications. Là, j'ai utilisé un framework en particulier qui s'appelle Spring Data REST. Donc, vous allez être encore plus intéressé si vous utilisez Spring Data REST. Je vais juste vous montrer un truc très sympa. Donc là, je vais vite. Donc là, en utilisant Spring Data REST, je vais créer un panier. Donc, je fais un post sur /carts. Et par défaut, eh bien, mon panier est vide et je n'ai pas d'adresse. Spring Data REST, en fait, ça me permet de faire du JSON patch, notamment. Et ici, je vais demander donc à ce framework de me remplacer, pareil, comme tout à l'heure, hein, dans le JSON, le champ adresse. Donc, je spécifie un path dans le JSON, ici adresse, et je vais mettre 15 Magenta Boulevard à Paris. J'envoie ça, et on voit bien que dans la réponse, eh bien, l'adresse a changé. Hein, je suis bien à 15 Boulevard Magenta. Mais qu'est-ce qui se passerait si je tweakais encore une fois, et là c'est du JSON, si je tweakais un petit peu cette requête-là? Si au lieu de donner un pass valide, je mettais un truc comme ça. Donc au lieu de donner un pass valide dans le JSON, si je mettais un string qui ressemblait à ça. Donc ce string, ça ressemble beaucoup en fait à du Java serialisé. On voit qu'on a un getRuntime de exec de calc.exe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Java et qui ne connaissent pas Windows, c'est censé m'exécuter la calculatrice, ce petit bout de code. Donc ici, en fait, c'est un gadget SPEL Spring qui a été sérialisé, hein, pour ceux qui veulent les détails. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais envoyer ça à mon back-end? Eh bien, on va le voir tout de suite. J'envoie ça. Et il y a la calculatrice qui s'affiche. Cette calculatrice, en fait, je vais le refaire, eh bien, elle s'exécute côté back. Mais pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, en fait, dans la version que j'utilise de Spring Data REST, il y a une faille de sécurité connue. Et cette faille, en fait, voici comment elle fonctionne. Ce que fait Spring Data REST, généralement, quand on spécifie un pass, comme ça, il fait un espèce d'éval dessus contre le JSON, la représentation en JSON de l'objet panier. D'accord? Donc, il fait eval. Sauf que, bon, là, ça marche parce que c'est un pass valide. Sauf que quand je lui donne du Java serialisé comme ça, il se fait avoir et en fait, en faisant l'eval, il exécute le petit script que j'ai donné là. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une remote command execution que j'ai été capable de faire au moyen d'une
insecure deserialization. En fait, le procédé de désérialisation n'est pas secure. En désérialisant, le JSON qui est là, il a exécuté du code alors qu'il ne le fallait pas. Donc ça, c'est une erreur connue. Et j'aurais pu le savoir si notamment j'avais utilisé contre mon application des outils comme Dependency Track. Donc c'est un outil de la fondation OWASP qui est complètement open source et gratuit d'utilisation. Donc que fait cet outil? Eh bien, il va analyser toutes les dépendances de votre appli, que vous soyez en PHP, en Java, en Ruby ou en JavaScript et d'autres langages. Il va regarder toutes vos dépendances et il va vous dire s'il y a des failles de sécurité répertoriées. Et là, on peut voir qu'il me dit que sur la version de Spring Boot que j'utilise, eh bien, j'ai l'attaque que je viens de vous décrire, qui est en plus critique. Là, il y a le niveau de sévérité, là, critical. Il me dit qu'on est capable, au moyen de Spring Data REST, donc la version embarquée, c'est une version avant la 2.6.9, de faire des requêtes patch malicieuses qui permettent d'exécuter du code Java arbitraire. Donc ce soft-là me l'aurait dit. Donc il me permet aussi de savoir comment je fais pour corriger le problème, puisqu'il me dit que c'est pour les versions de Spring Boot avant la 1.5.9. Et là, vous voyez que la version courante, c'est la 1.5.6. Donc je peux simplement corriger le problème en augmentant la version de Spring. D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes toujours en Spring Boot 1.5, de très vite migrer vers la version 2, parce qu'il y a encore beaucoup de failles de sécurité qui ne sont plus corrigées. C'est plus du tout supporter la version 1.5 de Spring Boot. Donc des outils comme ça se met très facilement en place. Je vous ai mis des liens dans mes slides qui vous permettent de mettre en place ça sur une CI/CD basée sur Jenkins. J'ai même fait une conf là-dessus l'année dernière, si ça vous intéresse. Donc, ce que je vous ai démontré, eh bien, c'est le top 10 de WASP, des erreurs les plus communes en sécurité lorsqu'on développe des logiciels. Donc, c'est pareil dans mes slides, si vous cliquez sur le top 10, là, vous allez voir le site officiel. Vous avez plein de détails sur chacune des vulnérabilités qu'on a vues aujourd'hui. Et si vous avez juste un truc à retenir, eh bien, c'est ça. C'est un petit, un bon article qui permet de sécuriser son soft en 20 minutes. Et je vous invite tous à scanner ce truc-là parce que c'est vachement intéressant. Donc, je vais vous laisser le faire. Alors, pour ceux qui ne vont pas le faire, moi, je vais le faire en live aussi. Hop, tac. Je vous laisse bien le temps. Tac. Alors, pourquoi j'aimerais que vous le fassiez? Eh bien, simplement parce que, voilà, vous allez peut-être voir. Bon, vous ne l'entendez pas. Voici, voilà, vous l'entendez. En fait, si vous scannez, en fait, ça va exécuter un petit truc sur votre téléphone et notamment lancer It's a Small World de Disney et vous venez de vous faire hacker. Donc, faites attention en scannant les QR codes. C'était la dernière blague de ce meet-up. Voici par contre un vrai QR code qui permet, lui, de récupérer le code source. Il n'y a pas de hack derrière ça. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment avec vous et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Julien, pour ta belle démo de comment se faire hacker bien comme il faut. Je pense qu'il y a plus d'un développeur qui va regarder son code d'un autre œil et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être arrêter de scanner n'importe quoi aussi en termes de QR code. Donc, je propose qu'on prenne peut-être 10 minutes pour les questions. Donc, je rappelle les règles. On met une petite main levée ou on pose une question dans le chat pour poser une question, tout simplement. Petite question? Donc, on a une question d'Olivier, il me semble, qui dit « Quid des hébergeurs Internet qui proposent d'utiliser des variables d'environnement pour les mots de passe ?» En fait, comment dire? C'est compliqué à dire parce que ça dépend de l'étanchéité qu'ils ont sur l'OS. C'est vrai que du moment qu'on a accès à l'environnement, c'est un problème. Mais c'est quelque chose qui est très commun et qui n'est pas forcément un gros problème si on arrive à scinder en fait les contextes d'exécution.
Mais oui, enfin, comment dire, c'est pas la meilleure des solutions, mais des fois, il n'y en a pas d'autres. Et notamment, on s'en sert beaucoup pour de l'infrastructure. Parce que des fois, il y a des systèmes qui ne permettent pas, notamment des systèmes legacy, de s'interfacer avec des outils comme HashiCorp. Mais c'est un truc à savoir, quoi. Et il faut leur faire confiance, et si c'est trop critique, ne pas leur faire confiance. Mais il n'y a pas de solution miracle des fois pour ça, hein. Si c'était la question. Alors, je ne sais pas si... En fait, tu veux que je les lise moi ou tu... Je regarde, en fait. Je regarde les questions. Quelqu'un d'autre a une question? Les gens sont timides, peut-être. Dans le genre script, on peut parler aussi des SVG. Oui, il y a des attaques sur les SVG, il y a des attaques sur les JPEG, sur les PNG. Il y a plein de choses sympas comme ça. On peut faire. C'est vrai que c'est un peu plus programmatique avec le SVG, mais oui, il y a beaucoup de choses qui. Enfin, même il y a des attaques par image, il y a des attaques par émoticône aussi. J'en ai vu. C'est assez dingue. Qui jouent sur les encodings, etc. Il y a beaucoup de choses, hein, et on ne peut pas se prémunir de tout, mais les hackers sont très inventifs. Ils vont chercher, ils repoussent toujours plus loin les limites des choses qu'on utilise pour pouvoir hacker. C'est assez intéressant. C'est très dur d'ailleurs de suivre, hein, et c'est très dur de se maintenir à jour. Et c'est pour ça que je vous invite notamment à mettre en place des outils comme Dependency Track, qui vont regarder en fait dans vos dépendances s'il n'y a pas des failles de sécurité, parce que généralement en fait il y a plus de failles de sécurité dans vos dépendances que dans votre propre code, parce que vous allez embarquer beaucoup plus de dépendances que le code que vous écrivez en réalité. Donc voilà, c'est très intéressant, quoi. C'est très important, pardon, de faire ce genre de choses. Olivier pose une autre question. Est-ce que l'appli OWASP peut s'intégrer dans une intégration continue? Oui, alors dans mes slides, je vais les remontrer. Dans mes slides, justement là, tac. Alors ça, c'est pareil, le QR code est safe, ça vous permet de mettre en place HashiCorp Vault. Là, ça, c'est un lien vers mon blog. Et ici, je démontre comment mettre en place ça dans une intégration continue basée sur Jenkins. Mais ce n'est pas obligatoirement du Jenkins, hein. Dependency Track, c'est un soft à part entière qui peut tourner dans un Docker. Et il y a un plugin Jenkins qui permet de pousser l'analyse, enfin de faire l'analyse et le pousser dans Dependency Track. Et il y a aussi un plugin Maven. Il me semble qu'il y a un plugin Gradle. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vous permettent de le faire dans une intégration continue. Autre question, dans une intégration continue de type Bitbucket, Travis et GitLab, est-ce que c'est possible? Oui, du coup, oui, puisque si c'est basé sur du Maven ou du Gradle, il y en a d'autres, hein, des systèmes de build. Je crois qu'il y a SBT aussi, NPM, il me semble aussi. Enfin, ça, vérifier NPM. Mais c'est vraiment possible à faire. Ouais. Je connais pas toutes les solutions, toutes les variantes qu'ils ont mis en place, mais ça l'est. Quelqu'un d'autre? Avez-vous d'autres questions? Les gens sont timides, ils ne veulent pas prendre la parole, en fait, je crois. Ok, très bien. C'est quand l'apéro? C'est quand l'apéro? Pas plus de 10 et en terrasse, hein, pour ceux qui sont à Paris. C'est ça. Pour elle, il y a ok. Donc on nous dit qu'il y a un scanner sécu connu pour les failles connues qui s'appelle Breakman. Pour Rails, pardon. Oui. Ok, très bien. S'il n'y a pas plus de questions, écoute, Julien, je vais te remercier d'avoir sauvé bon nombre d'utilisateurs de nos développeurs présents ce soir. Et puis un grand merci à toi pour ta très belle conférence et ton storytelling aussi que j'admire beaucoup. Merci à tous. Merci à toi et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci.